Donc, Mais peut-être qu'on témoigne dans la scène. Il faut que tu commences là. Oui, bon, ok. Parce que donc, il y a personne qui est distante. Il y a plein de personnes qui viennent à distance. De toute façon, il n'y a rien qui est enregistré ici. Ce n'est pas pour l'enregistrement, c'est uniquement pour que les personnes puissent venir s'ils veulent participer à notre rencontre. Donc, merci à tout le monde de votre présence. On a donc une petite documentation par rapport à la... Oh oui, attendez, c'est plutôt... Chris, j'ai amené des patins à roulettes si tu veux te déplacer. Donc, bienvenue tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais bien énormément remercier Georges Lopez de ton soutien et de ta manière très carrée d'avoir organisé la préparation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes pris un peu tardivement et vous avez tous répondu de manière spontanée et je vous en remercie beaucoup. Donc cette idée se prépare depuis 2018 pour ce qui concerne le prix Annette Monod pour excellence en travail social et depuis 2024, depuis l'année dernière, en tant que journée d'empathie nationale. Donc, je propose à ce que à un moment donné, on va faire un tour de table, mais peut-être pas tout de suite. Je vais vous poser un petit peu le pourquoi vous êtes là. Ensuite, on peut commencer à faire un tour de table pour se présenter si on veut. Il n'y a aucune obligation pour se présenter. Et on peut, j'espère, avoir une discussion assez simple et ouverte sur les besoins de l'empathie nationale, c'est-à-dire le travail social. Ce que j'appelle l'empathie nationale, c'est le métier et le secteur du travail social. Après, nous avons le temps pour la musique et pour la poésie. Et on aimerait bien avoir un moment assez léger. Cela dit, je vais tout de suite aller dans le fond du sujet et ensuite on fera le tour de table. Ensuite, on verra si Vicky vient ou si Georges Lopez, si tu veux faire de la poésie, on fera de la poésie. Ensuite, normalement, il y a Yolande Spot qui peut faire un peu de musique. Et ce serait ça notre rencontre aujourd'hui. Et donc, l'important pour moi, c'est l'accueil, que vous soyez chacun bien accueilli, la sécurité, que vous soyez chacun rassuré de là où vous êtes et de vos places. Et aussi, le confort, je pense que vous avez pris la peine de venir, donc il est important que vous soyez confortable. Et de même, ces trois principes sont les trois principes accueil, confort et sécurité, qui me semblent très importants dans l'accueil en général et qui caractérisent bien entendu du coup cette proposition de profession d'empathie nationale. Donc, c'est né de deux contributions distinctes. Il y en a une qui est la vie d'Annette Monod, qui est née en 2019, excusez-moi, et qui avait, de toute sa vie, toute sa jeunesse, se destinée à être travailleuse sociale. Et elle a passé toute sa vie en tant qu'assistante sociale. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle avait fait, en surprise, assistante sociale. Si on s'est trouvé en tant que juif pour être déporté, on se trouvait dans un camp de transit entre deux. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient là? Non.
lorsque vous étiez dans ce camp de transit, dans certains camps de transit, Annette Monod avait l'accord des autorités nazies pour proposer un travail social au sein des camps de transit même. Donc on va aller les trouver en attendant sa déportation pour le camp de concentration et sa mort, probablement. On avait un service social. Il a pu faire sortir certaines personnes, très peu. Il est le plus connu pour le Veldiv, le Veldrome d'hiver, où il y avait un certain nombre d'enfants, je pense, qui étaient déportés. Mais cette histoire du Veldrome d'hiver, c'était que 3 mois de sa vie. Elle était autrement très poussée, je dirais, par le métier de professionnalisme du travail social. Donc c'est son modèle qui fait qu'aujourd'hui nous avons choisi une association pour recevoir au nom d'Annette Monod et avec l'accord de sa famille et l'auteur de sa biographie, un prix Annette Monod en excellence du travail social. Donc en même temps, il y a 2 ans aujourd'hui, mon association et d'autres associations avions donc cette deuxième personne qui est là, qui est en Francie, qui est un jeune homme qui a été tué à l'âge de 21 ans, qui était lui-même impliqué dans beaucoup d'associations, qui était quelqu'un de très optimiste de sa propre manière d'être, et qui faisait partie du Resto du Cœur, de l'Amour de la rue. L'Amour de la rue, c'est une association qui s'occupe de comprendre des histoires des personnes qui meurent SDF, et pour leur rendre un peu hommage. Et le Souvenir français. Donc, le Souvenir français, ce n'est pas une association caritative, mais c'est l'association qui tient le drapeau tous les 11 novembre et tous les 14 juillet. Donc il se trouve que nous étions en tant qu'association pendant 4 mois avant les faits et le meurtre. On a connu le bénévolat de manière très peu, mais était passé par notre association et je l'ai vu la veille du meurtre d'une personne donc de l'assassin qui était lui-même en souffrance psychiatrique, je ne le savais pas, mais 2 années auparavant il était hospitalisé à MHP. Et était lui-même dans beaucoup d'associations aussi de liens sociaux. Polaris 14, Service City Paris. Et donc la question que le meurtre pose, ça touche aux soins psychiatriques déjà, parce qu'il était 2 années avant les faits, était sorti de l'hôpital psychiatrique, il ne voulait pas être suivi, donc voilà. Excusez-moi. Ça est bienvenu, donc voilà la documentation. Merci. Je me suis verni. Ça pose la question aussi de son lien avec l'autre. Ça pose aussi la question du droit d'asile parce que l'assassin avait été persécuté dans son pays d'origine qui était le Madagascar et il a été reçu en tant que réfugié ici. Donc aujourd'hui, il est toujours en soins à l'hôpital psychiatrique et tu cherches les toilettes? Il y a quelqu'un là. Ils sont... Qu'est-ce que vous cherchez, pardon? Les toilettes sont inaccessibles. Vous cherchez Il est dur à descendre. Hein. Est-ce qu'il y a un café à proximité? Non, qu'est-ce qu'elle veut, je sais. Elle est les toilettes, je pense. Là où les rois vont à pied. Ouais, peut-être. Donc, le fait que ce soit aussi donc, le jour de mémoire de Valentin Francie, donc le Souvenir français,
le traite a dit qu'aujourd'hui, le 2 mars de chaque année va être un jour de commémoration de sa vie. Et donc notre association y fait partie. Et je vois l'opportunité et la commémoration de Valentin Fonsi comme une opportunité d'inviter une plus grande population à poser des questions qui peuvent être difficiles sur l'immigration, sur les réfugiés, sur la notion d'empathie. Il faut savoir que dans les deux cas, nous sommes dans la notion d'adresser la jeunesse et dans la notion de l'empathie institutionnelle ou l'empathie nationale du pays. Donc voilà ce qui nous amène aujourd'hui. Donc j'ai d'autres annonces à faire par rapport à qui on va donner le prix cette année-ci. C'est Afrique Partenaire Service, notamment sa directrice qui est Claudette Baudin, qui a une porte qui est toujours ouverte pour les personnes qui sont marginalisées et dans le besoin, et qui symbolise pour moi, je pense, l'excellence de l'accueil en France comme ça doit l'être. Et nous avons aussi la confirmation de 2 membres, de personnes qui veulent bien participer l'année prochaine, parce que cette année-ci, excusez-moi une seconde, je vous prie de vous présenter les uns aux autres. Je vais voir si, Ulia, si tu peux te présenter. Vous pouvez parler un petit peu entre vous. Je reviens tout de suite, je vois si tu vas bien pour Caroline qui est la discussion. Caroline. Ouais, mais je reviens tout de suite. Sinon, est-ce que tu peux recadrer un peu la journée aussi, Georges? Je reviens. Bon, on était préoccupés parce que Caroline est partie, on ne sait pas si c'était parce qu'elle a besoin de quelque chose en particulier. Donc je vais reprendre ce qu'a raconté le fondateur de l'association Les Grands Voisins. La majorité de vous connaît déjà l'association Les Grands Voisins. C'est un travail qui a de longues années. Je les connais seulement depuis 2 années. Et pendant ce temps-là, j'ai cherché à établir une relation entre l'Amérique latine et l'Afrique. D'abord parce que nous avons eu, à partir du XVIIe siècle, une immigration obligée de la part des Portugais au Brésil et de la part des Espagnols au Pérou. Pour cela qu'au Brésil, c'est un pays métissé avec différentes origines africaines, de la même façon qu'au Pérou. Et ces origines africaines sont très importantes parce qu'il y a eu des régions où la population originelle, les Indiens, ont été décimés pour les guerres de conquête, à tel point qu'il n'y avait pas de gens pour travailler. Donc les Portugais avaient décidé de translader au Brésil des millions d'Africains. Imaginez-vous, pendant 3 siècles, pour développer la minerie et l'agriculture, les Portugais ont fait venir énormément de populations africaines au Brésil. Pour cela qu'au Brésil, c'est un pays afro-latino-américain. La différence avec le Pérou, bon, le Brésil se trouve dans la côte atlantique et le Pérou se trouve dans la côte du Pacifique. Mais les peuples originels appelés les Quichuas et les Aymara, ils sont seulement dans la forêt amazonienne, plus de 300 ethnies différentes avec. Mais ils ont préféré se cacher au fond de l'Amazonie qu'aller
à faire face à une force qu'il ne pouvait pas se défendre parce que c'est une force qui connaissait la poudre, les canons, les rifles, et ils étaient dans un moment de développement encore qu'on appelle maintenant le paléolithique. Voyez-vous, alors que dans les guerres de conquête, les Espagnols ont tué aussi des millions d'indigènes, à tel point qu'après, il n'y avait plus personne pour travailler. Donc, ils ont dit, maintenant, on va faire comme les Portugais. On va chercher des Africains, principalement de l'Angola actuelle, et cette époque-là, on les appelait les Cameroun, les Mali, les Zaïre. Donc, le Pérou a été massivement peuplé par des esclaves de l'Afrique. Comme vous voyez, ça a été un changement parce qu'ils ne parlaient pas l'espagnol, comme ils ne parlent pas le portugais. Ils apportaient leur langue. Ils se métissaient, et donc au Pérou, il y a des langues qui sont des mots, des phrases et des attitudes, particulièrement dans les arts, qui sont de l'origine de l'Afrique. Pour cela que quand j'ai rentré à l'association Les Grands Voisins, j'étais tellement content de trouver qu'il y avait un travail qu'on pouvait faire avec les Tchad. J'ai connu à Subdivé Kemal. Tout de suite, on a tombé en amitié. Et elle m'a fait connaître un livre que j'ai appris, j'étais merveillé. Les sexes féminines, une fatalité, une question. Est-ce que c'est une fatalité avoir né femme? Quelque chose de tellement terrible. Parce que nous avons notre mère, nos grands-mères, nous avons nos filles, nos petites filles. Et savoir qu'à cette époque-là, nous pouvons nous demander qu'il y a des femmes dans une situation on le dit techniquement, d'oppression, mais la vie qu'ils font, c'est terrible. Et donc, elle raconte la vie d'une famille là-bas. Et j'étais émerveillée parce qu'elle avait écrit d'abord dans la langue, voilà, Kadji Amadoui, Sigisadene. Elle avait écrit dans ça. Et je l'avais eu aussi, alors que j'avais la langue, l'alphabet que vous savez dans votre pays, que c'est complètement d'inspiration gréco-latin, mais il n'y a pas les mêmes lettres que dans le français ou dans l'espagnol, dans les langues latines. Ça, il y a des lettres qui se rassemblent beaucoup à des pays de l'Est de l'Europe. Alors que j'étais heureux d'avoir la version, parce qu'au Tchad, il y a plusieurs langues. Et le plus répandu, c'est l'arabe, que c'est une langue officielle comme le français. Toutes les choses que je sais sur le Tchad, je l'ai appris en 3 mois. Alors que j'ai étudié beaucoup, j'ai dit, ces livres, je vais les transformer en un poème. Parce qu'il raconte beaucoup de joie et beaucoup de douleur dans une famille où il y avait 9 enfants garçons et une fille. Et ces 9 enfants et une fille avaient 3 mamans. Parce que le père de cette famille avait le droit d'avoir 3 mères, 3 épouses. Il avait 3 épouses, était polygame. Dans cette histoire, c'est quelque chose de normal dans ces régions être polygame. Alors, il raconte comme elle, l'unique fille d'une fratrie de 10 enfants, elle avait un rôle à jouer.
le rôle à jouer, c'était que à 12 ans, son père devait la marier par contrat avec un autre clan qui se mettait d'accord pour que se marier entre ces deux clans pour avoir plus d'importance, plus de terres, plus d'élevage à développer. Et ça, c'était une coutume qui se raconte dans ces livres, semble-t-il que c'était très fort. Jusqu'à les années 60, 70, encore existait cette situation. Je ne sais pas si existe maintenant cette situation dans des endroits du Tchad, parce que le Tchad, géographiquement, fait le double de kilomètres que la France. Vous savez, la France est déjà grande. Non? On va voyager et connaître toute la France, c'est grand. Mais si on s'imagine que le Tchad, c'est le double de la France, c'est un immense pays, énorme. Et donc, à partir de ça, je me suis engagé, mais c'est très difficile. Et je l'ai engagé à Christ. Je l'ai dit à notre ami Soubidé, je lui ai dit, écoute, ton livre, moi je le vais traduire à l'espagnol du Pérou, parce que nous sommes mélangés, sans vous raconter qu'au Pérou, il y a aussi des Chinois et des Japonais. Et les Péruviens arrivent à préférer un président japonais et un président indien. Quelle est la confusion de peuples qu'il y a au Pérou, parce que ce sont des centaines de peuples différents. Il n'y avait pas seulement les Incas. Avant les Incas, il y avait énormément d'autres peuples. Enfin, alors que j'ai engagé à Christ, j'ai traduit à l'espagnol castillan, Chris va traduire à l'anglais américain. Et on va faire donc un bon livre en trois langues, et 4 parce qu'on le fera aussi dans les langues de civiliers. Donc c'est ça que je voulais vous raconter, et peut-être si on a le temps, je vais parce que j'ai commencé à écrire les poèmes au Tchad. Ah, ce sont ces poèmes-là qu'on peut entendre. Mais je suis, voilà, alors que j'ai fait cette introduction, et alors que tout pour recommencer. Mais c'est parfait ça, donc on a aussi... Oui. Donc, on a aussi Félicité qui vient de nous rejoindre, qui fait de la musique, éventuellement. Donc je propose de faire un tour de table, juste pour que les gens se présentent. Monsieur et Madame Francis, si vous voulez, vous pouvez, on va ça vers la fin. Merci beaucoup de votre présence. Aucune obligation de se présenter. La vidéo ici n'est pas enregistrée, mais c'est enregistré par là. Mais si vous voulez pas que vous intéressez, vous pouvez le dire. Julio, je te propose de démarrer simplement parce que je t'aime pas et je veux que tu me présentes d'abord. Oui, voilà, je me présente, je m'appelle Julio. Et par le biais de Chris, m'a amené à faire les arts plastiques au Grand Voisin. Je pense que l'art, c'est quand même quelque chose d'indispensable quand on est dans la souffrance. Ça aide. Je suis art thérapeute et là, je propose mes services pour faire des dessins, pour faire des expositions à l'association. Je sais que des fois, dans toutes les situations où on peut se trouver, l'art des fois libère, comme la parole. Donc, la poésie, la musique et toutes ces choses-là nous aident à nous sentir davantage inconnus. C'est pour ça que je me suis engagé au Grand Voisin, parce que connaît un peu l'histoire, c'est des choses que je trouve qui ont une âme et que c'est le bien-être pour les personnes qui des fois sont isolées. On parle de l'immigration, on parle de psychiatrie, on parle de beaucoup de gens qui, à Paris, je le constate quand je me balade, il y a énormément de souffrance pour plusieurs peuples. Et
Chris et mon ami là, bon, ils font des choses merveilleuses pour qu'on s'applique à aider les autres et s'aider soi-même. Voilà, ça sera tout. Merci Chris. Si tu veux faire un deuxième petit mot, merci pour toi, donne-toi pour toi-même. Bon, tu me connais depuis plus ou moins plus d'une année. Tu me connais et je suis quelqu'un de vertical. Je n'aime pas le désordre. Je suis bien que c'est un chaos le pays. Tout le temps il y a des coups d'État, des révolutions, etc. Mais justement pour cela, je suis venu à France parce qu'ils m'ont dit que c'est le pays de Descartes, où tout est clair et distant, que tout est ordonné, que les gens tous vont à l'université, qu'il n'y a pas de pollution, que tout est jardin, que tout est comme les jardins de Luxembourg, comme Fontainebleau, comme Versailles. Alors que je vais venu pour cette rêve. Et après, je me suis rendu compte que le parc de Luxembourg, c'est pas trop grand. Qu'autour de Versailles, il y a plein de bâtiments dans la catastrophe. Qu'il y a des millions de chômeurs. Et un pays qui se dit une puissance. Je crois que c'est la 7e ou la 5e puissance mondiale où il y a 5 millions de chômeurs. Et plus que non, on voit qu'il y a des gouvernements qui ne reconnaissent pas les gens qui viennent d'autres pays à travailler pour faire vivre ces pays. Et que maintenant, les persécutent, on va les expulser et tout ça. Donc, alors qu'à la fin, je me dis, bon, ça rassemble un peu le Pérou. Et donc, je ferai la même chose que j'ai fait avant dans mon pays, enseigner à l'université. Et bon, à 70 ans, dire, bon, je suis déjà à la retraite. Personne ne veut que quelqu'un continue à travailler. Le syndicat m'a dit, vous êtes un mauvais exemple. Vous deviez prendre votre retraite à 65 ans et vous êtes maintenant à 70 et vous continuez à travailler. Je me dis, oui, mais j'aime mon travail, le travail à l'université est très agréable. La même chose que j'ai fait Alexis, peut-être qu'il ne vient pas à notre réunion, il y a une autre réunion. Il y a une autre réunion à côté. Oui. On faire... Non, alors que c'est toi, je vous ai raconté un peu pourquoi j'ai resté en France, pour faire la même chose que dans mon pays, l'information, étudier, faire la recherche, et partager avec tout le monde, connaître des autres pays comme sont les pays de l'Afrique. Il faut les connaître parce que même les Français ne connaissent pas beaucoup les pays de l'Afrique. Et même s'ils ont été des années et des années là-bas. Donc, Arski, tu voulais passer ton tour? Ok. Maya, tu peux le sentir? Faire un petit... une observation qui soit en lien avec la journée éventuellement. Déjà, il y a un truc qui m'a offert le livre de Net Mono, que j'ai prêté à une grande assistante sociale d'Aurore. Je n'ai jamais eu de feedback. Tellement eux sont dans leur pratique de l'assistance sociale très moins humaniste. Aurore est une association d'utilité publique qui s'occupe du travail social. Il y a plus de 2000 salariés, qui gèrent beaucoup de centres d'hébergement et beaucoup de services d'hébergement. Et là, je viens de parcourir ça, le sexe féminin, une fatalité. Il se trouve que j'ai fait une toile qui s'appelle le FENU, où il y a... Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, on a d'autres chaînes. Bienvenue, bonjour. Ouais.
vas-y, Maël, tu... C'est un Black is Beautiful, c'est un vrai défilé. Et donc, sexe féminin, une socialité, dans ce tableau, il y a le comme Courbet, moi, le tableau, j'ai mis un petit rideau. Celui qui a envie de regarder, regarde. Celui qui n'a pas envie de regarder, regarde pas. Chacun son délire. Et voilà, c'est un peu les deux observations. Par rapport aux grands voisins, il y a une réminiscence du travail social, de la relation à l'autre, de choses concrètes que nous sommes ici. Et moi personnellement, je suis l'ambassadeur autoproclamé de l'art contemporain mauritanien à Paris, parce que l'État ne veut pas de moi, parce que je ne suis pas politique, tout simplement. Je fais des choses. La Mauritanie n'existait pas, c'est une construction de Gaulle et de Rothschild pour le fer et le poisson et le pétrole aujourd'hui. On a une histoire plus ancienne que la France. Et ils nous ont jamais pu coloniser. Et là, je rebondis sur le souvenir français. Mon père est monté de Champneuf face au fils du président français, du lieutenant Blackmore. Et l'association du souvenir français a fait un monument à 80 km de la capitale, avec une stèle de fils du président, c'est tirailleurs sénégalais, c'est collabos mauritaniens, etc. Moi j'étais ami avec le fils de la présidence qui est avocat aujourd'hui ici, je le respecte également. Et je lui ai dit, je vais voir ton papa. Il dit, monsieur l'ambassadeur, si vous n'enlevez pas cette stèle, que vous ne mettez pas à la liste de mon grand-père de Séguelier, je vais la casser. J'ai attendu 1 an, il n'a rien fait. Là, je l'ai cassé, je l'ai mis dans un sac, je suis revenu voir l'ambassadeur. Tenez, vous vous prenez pour qui? Nous, on est des résistants, on est des gens de Mauritanie, alors respectez-nous. Vous avez déjà, on vous donne le minerai, on vous donne tout ça. Mais de grâce, on a une culture qui est plus ancienne que vous. Donc, respectez ça. Moi, je suis venu ici comme exilé politique, mais je suis né français par accident. J'ai choisi. Je ne suis pas français, je suis italien. C'est un passeport. Et pour moi, mon pays, c'est de Tanger à Tunis, jusqu'au fleuve du Sénégal. Pas de frontières. Donc, Chris, merci de cet échange. Plus il y a des échanges comme ça, il y aura de solidarité et de créativité commune. Merci Véronique, il n'y a pas d'obligation. Si tu veux faire un petit mot, comment est-ce que on est avec la journée? Ce qui m'intéressait, c'est effectivement de rencontrer des gens qui viennent de partout, justement, et d'essayer d'élargir effectivement mes connaissances grâce à vous tous. Je suis française, complètement française, et donc je suis plutôt à l'écoute en fait de chacun. Et grâce à l'association, c'est vrai que ça permet de découvrir des choses nouvelles, même s'il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît. Et donc c'est par rapport à ça que c'est intéressant. Voilà. Personne ne connaît ici le chant, sauf une Française qui peut l'exploiter dans les esprits des autres et les assiettes des autres. Donc, féliciter, si tu veux quelque chose. Il y a plus, les Français ne sont plus
connectés, donc que nous. Je suis la présidente de l'association Yamato. On est à Paris 14. Je ne sais pas si vous avez assisté au forum de l'association sur le fait des animations avec la mairie. Et nous, on va vers les personnes isolées, les enfants en détresse qui ont abandonné l'école. Donc on vient avec la culture pour les conseiller, voir qu'est-ce qui ne va pas. À travers l'art et la culture, ça attire plus les jeunes. Et maintenant, par rapport à ça, on essaie de les conseiller pour qu'ils repartent à l'école, qu'ils reprennent le chemin de l'école ou choisir un métier d'art, ça dépend d'eux. Et on fait des actions dans les hôpitaux, on va pour les enfants hospitalisés, on part aussi dans les centres des enfants en situation de handicap. C'est là. Ici, par exemple, une infirmière nous dit qu'il y a une personne âgée quelque part qui est vraiment seule, il a ni parents, ni les enfants. Personne ne la rend visite, on meurt la personne. Si la personne, par exemple, la personne aimait le piano ou soit la musique, la danse, on essaie de lui faire ça pour lui redonner un peu le sourire et l'espoir. Le fait de nous voir, ça va nous rapporter du travail. Et du coup, on est obligé de l'étendre un peu aussi en Afrique parce qu'on a eu plusieurs demandes. Donc, du coup, on organise des soirées une fois dans l'année. Et l'argent collecté durant la soirée, on part en Afrique. On était au Tchad. Donc, il y a des enfants vraiment démunis, des femmes en situation de handicap. Chez nous, là-bas, quand tu as un handicap, tu es taxé comme une sorcière. Comme... Et puis maintenant, pour avoir du temps, ils sont pas encore pour avoir du boulot. Là, avant, tu es dans les questions. Maintenant, dans un code d'une manière, franchement, ce sont des réseaux. Pardon. Il y a du travail, il y a du logement, il y a tout. Mais pour le travail, il faut être dans... Avant que ça devienne un dialogue entre deux personnes, si deux personnes sont inspirées d'une manière ou d'une autre, bien sûr, on va passer à la poésie, à la chanson et à la musique. Est-ce que des personnes qui ne sont pas exprimées sont émues un peu d'une manière ou d'une autre? Ouais. C'est la première fois. Ouais. J'écoute. Attends, on va Ariski, une seconde, on va attendre d'abord Georges et ensuite toi, vas-y. Et c'est la première fois que j'écoute un échange entre personnes que j'ai entendu, parce que justement, je n'ai pas entendu c'est quoi la différence entre ton alternative de rapport avec les autres et lui. Est-ce que mais pas... pour toi, ce serait quoi c'est quoi le sujet de base? Ah, parce que tous les deux ne sont pas d'accord. C'est quoi la relation? Non, mais qu'est-ce que tu as pour comprendre qui est le sujet? Non, mais attends, Ariski, non, mais je n'ai pas fini avec Georges. Georges. Je voudrais savoir c'est quoi le sujet des différences. Non, mais quel est le sujet de quoi entre les deux? Est-ce que tu vois? Les deux. Quel sujet est-ce que tu vois qui est le même entre les deux? C'est la relation avec les autres. Semble-t-il, je ne sais pas si... Mais c'est ok, vas-y. C'est quoi la relation que tu as sur les rapports d'aide aux autres? Et toi, et quelle est ta réponse à cette question? Ah non, je n'ai pas de réponse parce que je ne sais pas qu'est-ce que vraiment... Mais quel est ton présupposé là-dessus? Ah, je n'ai pas de présupposé. Il n'a pas bien compris, on n'a pas parlé de ça. Non, mais c'est pas... Ah, de quoi vous savez? Non, mais c'est... Quelle est ta relation dans l'aide aux autres? Ah non, mais ce n'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est comme... Il nous a entendu discuter à deux. Pour toi, le sujet, c'est quoi? Ah, mais ça ne va pas résoudre les problèmes. Non, mais peu importe. Peu importe. Vas-y.
donc je te dis que c'est un problème qui dépend de culture. Ouais. Et chaque culture a des réponses différentes. Et quelle est la réponse? Et là, dans mon pays, il y a toutes les façons de s'approcher aux autres, même de s'opposer aux autres. Mais ce n'est pas le sujet qu'il faut résoudre parce que c'est une question culturelle. Ouais. Et c'est ça que je voulais comprendre on a compris l'ajout que tu avais. Et donc, Ariski, tu voulais... Non, mais... Quel était le... Il y avait un truc qui t'a chatouillé. Oui, il m'a chatouillé. Non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Il a parlé des budgets de l'armée et tout qui était en Ok. augmentation partout dans les... Et donc, tu préfères que le budget soit augmenté ou réduit? C'est que malheureusement, les pays, c'est-à-dire, j'ai dit, bon, je suis africain comme lui, je suis algérien. Ok. Et j'ai dit que les pays ils augmentent leur budget, mais juste pour contrer le voisin, pas pour défendre son pays. Attends, par rapport à son voisin, c'est tout. Si tu te fais arrêter, c'est pas grave. Non, mais c'est... On a un budget pour l'armée qui est... Mais c'est pour contrer le Maroc, pour contrer le... Chacun peut parler pour soi-même. Je veux éviter. Quand deux personnes se parlent directement, ça, mécaniquement, ça exclut les autres. C'est juste ça qui m'intéresse. Donc j'ai aussi un deuxième bouquin qu'on peut dédicacer. C'est pour les parents de Valentin Francy. De quoi? Donc assassiné. celui-là, c'est pour les parents de Valentin Francy. Valentin Francy, le bonhomme à droite. Donc c'est pour leur parler de nos condoléances et éventuellement de dire qu'on est solidaire avec eux aussi. Donc si ça nous inspire, ce serait chouette de laisser un petit mot aussi pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient peut-être ajouter quelque chose et après on passera à la musique et à la poésie et à la chorégraphie? Si quelqu'un qui n'a pas encore parlé, il pense quelque chose? Je pense que l'empathie, ça doit d'abord commencer par nous-mêmes, dans la famille, avant que ça devienne national. Donc si chacun pourrait déjà en sortant dire bonjour à son voisin, on va commencer déjà là parce que tu vois ton voisin il passe, tu connais même pas ton voisin, souvent c'est comme ça ici en Europe. Ouais, mais il y a des quartiers dans certains immeubles là qui font la fête des voisins. Attends, mais ça c'est une fois dans l'année. Mais moi je parle de tous les jours. Pour que l'empathie devienne nationale, il faut que ça soit des gestes simples, mais tous les jours. Il ne faut pas attendre un an, une fois, oui, à la fête des voisins. Mais peut-être ce jour-là, tu es occupé au travail, tu n'as pas assisté, ça veut dire que tu ne connais pas tes voisins. Ben oui. Donc, attends, aujourd'hui, non, mais attends, Ariski, bonjour. Ariski, on a félicité, tu parlais un bout de ton idée. Donc, si chacun de nous peut déjà commencer à cultiver ça, avant que ça devienne national, donc déjà dans Paris 14, si on peut commencer déjà à dire déjà bonjour aux voisins, si on voit une personne qui est vraiment en difficulté, on essaie de l'assister, ne serait-ce que voilà, l'aider à traverser ou soit à porter un peu le sac. S'il a des malaises, appeler les secours, au lieu de rester de loin, regarder, ou soit filmer puis partir. Le côté humain, on voit des disparitions, je pense. Hein. Donc il faut vraiment qu'on essaie de retravailler ça et vraiment secourir les autres, être là pour les autres. Moi, là, c'est... Attends, on a sollicité... Elle vient de parler, moi, je dis... Non, juste une seconde, on revient vers toi après. C'est l'idée, tu es content que tu as fini de... Oui, okay. Franchement, le thème, moi, ça me parle.
Ça me parle, j'aime bien. C'est pour ça que je me suis engagée un peu à fond, même si les gens ne sont pas venus comme je voulais. Mais bon, comme c'est le ramadan chez nous, les Tchadiens sont plus musulmans que chrétiens, donc tout le monde prépare déjà à la fin pour casser le ramadan. Donc ils se disent que la distance, ça va les fatiguer pour on va manger là. C'est pour ça. Mais nous-mêmes, on va essayer de travailler ça avec les grands voisins. Comme maintenant on est tous ensemble, et donc on va essayer de voir comment faire pour aller vers les gens, comment stimuler les gens à faire sortir ce côté empathique. Je suis aide-soignante aussi, donc c'est des thèmes qu'on utilise déjà à l'hôpital. Donc vraiment si on peut le mettre aussi en utilisant dans la vie courante, ça serait bien. Donc attends, Marc, tu peux prendre tu peux te poser. Non mais chacun se dit bonjour à... Déjà, même au travail, les gens, tu dis bonjour à quelqu'un qui ne répond pas. Ouais. Hein? Ouais. Parce que tu vois un vieux, tu l'as salué, il ne te salue pas. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça, on ne peut rien faire pour ça. Et puis la base même, c'est l'éducation. À la maison, tu vois, un jeune de 12 ans, tu rentres chez lui, ses enfants ne te disent jamais bonjour. Il peut même pas dire à son enfant, va chercher ça pour donner à lui, il ne peut pas dire ça. C'est l'éducation qui est nulle. Hein. C'est à la maison que c'est nul déjà. C'est pour ça qu'on doit revoir ça. Mais voilà, c'est les parents qui ont fait ça et qui ont jeté ces enfants dehors, qui ne respectent personne. C'est ça, Le voisin, quand il lui dit bonjour, comment ça se pose la question? Ton voisin, attends une seconde, pour le coup, vas-y. Je suis ton voisin, non? Oui. Encore, on va dans... Ouais, oh, bon, on va maintenant aller à la musique. À la musique et à Attendez, la musique pour partir. Une petite conclusion. Je ferme la porte. Il y a quelqu'un qui est... C'est ouvert, c'est ouvert. On peut faire la conclusion après la musique. En fait, il est maintenant le temps de passer à la chanson et à la... je propose simplement parce que c'est bien quand c'est des fous, quoi. Est-ce qu'on commence avec la musique, le chant, le danse, la poésie? La musique. La musique, ok. Est-ce que... Les musiciens n'ont pas ri. Non, mais c'est Félicité et c'est eux qui voulaient faire la musique. Est-ce que nous avons des musiciens ici? Les gens qui veulent faire... J'ai juste un menteur. Vas-y, elle est là. C'est pas bien. Donc, vas-y si tu veux. On n'a pas de... Oh oui. Est-ce que vous voulez chanter ou pas? Non, je ne sais pas. Pourquoi pas chanter? Ah non, ok. Je sais pas. Mais on a eu de la poésie, donc... Il n'y a pas de langue aussi? Il n'y a pas de musique. Il y a un peu de danse et on encourage... Est-ce qu'on pourra les demander peut-être si on nous faire une chorégraphie spontanée? Oui, éventuellement. Est-ce que vous voulez faire de la chorégraphie, un peu faire de la place? Si vous êtes confortable. Sinon, on a aussi... Oui. On n'a pas des micros de DAF pour retransmettre. On a des micros de DAF pour enregistrer. Mais c'est pas des micros dynamiques, c'est des micros... c'est des micros plutôt de chansons, non? Qu'on utilise pour... Oh oui, d'accord, donc il n'y a pas de musique. Okay. C'est que après ça. Mais on a de micros, mais on n'a pas de DAF. Mais on a que... Non,
Non, on allait avoir le BAF, au fait, justement, sur l'histoire de la musique externe, nous avions sur la production qui allait amener du matériel, effectivement, musique. Mais comme l'espace est un peu petit, on a décidé de remettre ça l'année prochaine. Donc si tu peux attendre un an, partie remise jusqu'à l'année prochaine, ça vous va? Parce que je ne sais pas si on a de quoi enregistrer le son, mais on n'a pas de quoi pour faire ce que c'est le on n'a pas de BAF ici. On peut faire que avec la voix dans sa capacité normale. Ah ouais. Voilà. Ah lui, il danse sous la musique. Ah oui, est-ce qu'on a de la musique à faire jouer? On peut mettre sur le portable. Mais on peut mettre sur la télévision, sur le... Sur l'ordi peut-être? Ouais, on peut mettre sur... On a un télévision. Quelle est la musique que tu utilises? Quelle est la musique que tu utilises? Excuse-moi d'avoir tapé sur les portes. On va voir combien ça peut faire d'ici. Hein, si on écoute la musique qui vient de la télévision, ça va probablement pas être assez fort. Probablement. Mais si on va attendre Michael Jackson, et sinon on peut aller directement pour la poésie. Hein. Juste pour te donner une idée, c'est pas très fort, mais ça je peux pas. Je vais te mettre juste pour te montrer le volume de ça. Oh, zut. Ouais, on va commencer avec la poésie du coup, mais si vous voulez, on a que cette télévision qui fait office de... Okay. Donc là, hop. Ouais, c'est pas fort du tout. Hein. Tu peux mettre l'écran? Ouais, c'est pas assez fort. Mettre l'écran? Bah, c'est juste pour montrer le volume qu'on peut atteindre. Mais si vous voulez, on peut proposer de commencer avec la poésie. Donc il y a les parents qui sont partis, mais voilà. Et si vous voulez faire un petit mot pour les parents dans le livre qui est là, c'est un livre qui est un peu plus petit, mais par moi, ils sauront qu'il y a des personnes qui sont solidaires avec eux. Voilà. Donc, est-ce que Vicky, tu veux faire un poème? Massa, c'est un poème pour toute l'humanité, la quantité massa. Alors, je vais réciter en espagnol. Après, je vais dire en français. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay,
siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Mais je vais lire en français. Massacre. La bataille finie. Et mort les combattants, est venu vers lui un homme qui lui a dit: ne meurs pas, je t'entends. Mais le cadavre est là, persiste à mourir. 12 hommes viennent à lui et lui redit: ne le quitte pas, courage, reviens à la vie. Mais le cadavre est là, persiste à mourir. 20, 100, 1000, 500 000 se rendent près de lui, déclamant: tant d'amour et ne rien pouvoir contre la mort. Mais le cadavre est là, persiste à mourir. L'entouré des millions d'individus, implorant un seul bois, reste frère. Mais le cadavre est là, persiste à mourir. Alors, tous les hommes de la terre, l'entouré, les vit les cadavres tristes et nus. Il se relève lentement, sera dans ses bras, le premier homme s'est mis à marcher. Merci. Chris, je saute du coco chameau pour faire cette petite conclusion par rapport à l'empathie, par rapport à ce que vous venez de dire. Pour moi, il est impossible d'avoir de l'empathie avec son voisin tant qu'on n'a pas de l'empathie avec soi-même. On ne se connaît pas soi-même. On ne peut pas donner à l'autre. Sinon, c'est bancal. Ça commence d'abord par nous, avant de sortir, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est que tu confirmes ce que tu dis. Dans notre culture, on n'en voit pas, c'est pas à l'EHPAD. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'empathie nationale, c'est l'utopie. Non, Oui, tu vas faire sans musique ou tu vas faire Je vais poser une question. Oui, par rapport au poème. Oui. Ça va, là, tout à l'heure, elle a... Attends, une question par rapport au poème. Le poète, quand elle a commencé, elle a dit qu'il a vécu en France, il est mort, enterré à de Montparnasse. Quand j'entends ça, quand je vois le portrait, je me dis, est-ce qu'il est... parce qu'il a choisi de vivre ici ou bien parce que le cas existe? Parce que cette image-là me donne l'impression de quelqu'un qui est triste, profondément triste. Donc je ne sais pas si c'est pris d'une photo ou
Et c'est ça, c'est l'image traditionnelle qu'on fait de ces poètes. Et c'est effectivement un poète qui travaille beaucoup les sentiments et la psychologie humaine et la souffrance des peuples originaires d'Amérique du Sud, principalement des peuples qu'on les appelle les Indiens, mais qui sont leur vrai nom, c'est les Quichua, les Aymara pour la montagne des Andes, et dans la forêt amazonienne sont nombreux peuples différents et des langues différentes. Dans le cas de César Vallejo, il décide de venir à France parce qu'il avait une grande admiration de la culture européenne, en particulier de la culture française. Mais il voulait comprendre aussi la situation de crise internationale que vivait la France, parce qu'il arrive à l'époque où se prépare la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il va écrire sur cette situation de crise dans plusieurs essais. Mais il a publié au Pérou seulement 2 travail de littérature poétique. Mais en France, il n'a pas publié rien de tout, sauf pendant la guerre civile espagnole, qu'il a écrit des poèmes, mais en Espagne, et qui ne sont pas été connus, même n'ont pas été traduits au français. Pour cela, la limitation de la connaissance, pas seulement de Vallejo, mais des grands poètes, des prix Nobel, comme Neruda par exemple, ou des grands écrivains, parce que les écrivains latino-américains avaient une certaine attirance pour la culture française et particulièrement pour la mouvance qui apparaît avec le cubisme, le surréalisme, l'impressionnisme en France. Et c'était un des centres de création littéraire et plastique. En parlant de langue, en fait, tout à l'heure quand elle parlait, j'ai entendu le Quechua, c'est une langue. Le Quechua, c'est le nom de la langue de l'époque avant de la conquête espagnole. Ça veut dire avant le XVIe siècle, c'est la langue de la majorité de la population. Mais le Pérou, c'est un pays multilinguistique parce que c'est multi-ethnique. Et c'était une succession de cultures. La culture qu'on appelle de l'Inca ou de l'Empire Tahuantinsuyo, c'est pas l'unique culture qu'il y a eu, et c'est pas l'unique empire au pays qu'il y a eu, parce que la population, c'est des milliers d'années. Il y a des cultures qui, jusqu'à maintenant, apparaissent dans les restes archéologiques, mais qui se trouvent encore dans les périodes de recherche, parce que sont des cultures qui n'ont pas laissé des traces écrites comme on les conçoit en Occident. Mais par contre, ils ont laissé une culture que maintenant on l'a étudiée comme partie de la graphomimesis. Grapho comme marque, graphomimesis. Ça, c'est une des études qui seulement commencent depuis quelques années en Europe. Ce sont des cultures où les concepts occidentaux d'écriture est traduit en siècles et millénaires comme des marques, des traces, des lignes. Et pour cela qu'il y a des cultures qui ont disparu et qu'on trouve simplement des lignes. Les plus connus par les universitaires au Pérou, c'est les lignes de Nazca. Nazca, c'est une culture qui, quand est découverte, seulement ça a été quand on utilisait les avions. Les gens marchaient, ils vivaient dessous, ils ne savaient qu'il y avait des dessins de centaines de kilomètres, immenses. Et depuis le mois de novembre, sont avec l'intelligence artificielle et avec des télescopes de la stratosphère, on a pu découvrir 300 nouveaux
descend dans ce désert-là. Donc, est-ce qu'on peut peut-être faire le poème que tu avais fait sur le sexe féminin, est-ce une fatalité? Mais je préfère me reposer un peu parce que c'est une tâche très difficile. Ok. Traduire les tchadiens au français et ensuite au castillan, et moi les transformer en ode, c'est un travail très très difficile. Alors que je vais vous raconter. Oui. Excusez-moi, parce que quand je parlais de Quechua, parce que tout à l'heure vous avez parlé comment le Pérou s'est peuplé, parce qu'il y avait un apport africain dedans. Et Quechua, parce que dans le Mali-Kébi, je ne sais pas si le mot c'est un prénom ou un nom Quechua. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Attends, non, Georges, oui, vas-y, finis ton idée. Oui, c'est ça. Tout simplement, le Quechua, il y a des noms au Tchad. Moi, je connaissais un Quechua qui travaillait ici à l'UNESCO, il s'appelait Quechua, qui est décédé malheureusement. Peut-être que ça voudrait dire quelque chose en français ou pas Quechua. Quand on dit Quechua, est-ce que c'est vas-y, gentil? Quechua, c'est une marque de tente au camping. Ah oui, ça je sais. Des trucs de camping, ouais, ils ont pris pour faire la marque. C'était tout simplement ça. Donc, ok. Quechua. Les vérités du Pérou, c'est Quechua. C'est la langue maternelle. Bon, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est la langue maternelle. Est-ce que ça veut dire, quand je dis téléphone, c'est ça? Exactement, c'est un petit peu compliqué pour expliquer. Et d'ici, je trouve, je vais chercher au Tchad pourquoi le Tchadien s'appelle Quechua et puis je ferai le rapport peut-être. Oui, non mais... Donc, comment on comprend les mots Quechua? Mais attends, on va voir ça après. Donc, j'aimerais bien juste, je vois que le livre qui est destiné à son parents est un peu. N'hésitez pas à juste dire merci ou le fait de participer. Enfin, je sais que c'est difficile d'écrire à des parents qui ont perdu un enfant, mais même si vous n'écrivez que vous signez juste votre nom, vous dites merci, ça va transmettre énormément de choses aux parents. Le fait qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Vous n'avez pas, ne soyez pas intimidés par le deuil qui est tout à fait important. Ils ont une vie à faire qui continue aussi. Et le fait de savoir qu'on est avec eux et qu'on ne sait pas trop quoi dire, même le fait de se manifester, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres contributions en musique, chorégraphie, poésie, sachant qu'il nous manque des eaux des lacs, si on peut faire ça l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Mais c'est... Ouais. Et si tu veux mettre la musique depuis ton téléphone. Salut. D'abord, j'aimerais témoigner quelque chose que j'ai bien en venant de ma ville. Je ne peux pas dire que j'ai été agressé, mais ça a failli se passer. Quand vous avez parlé du jeune qui a été agressé, poignardé, tout à l'heure tué, ça m'a un peu rappelé. Et même hier, quand j'étais en train de parler avec ma présidente, je faisais le mix. J'avais mis dans le mix là 1 minute de silence pour toutes les personnes qui ont été tuées par agression, par violence, entre jeunes et tout ça. J'avais fait un mix vraiment pour parler de l'empathie et tout. Mais comme on n'a pas de matériel pour vraiment mettre dans la musique, pour que je puisse exprimer ça en chorégraphie, je vais danser à l'improviste, sans musique. On va essayer un peu de se mettre dans la peau des gens qui ont perdu aussi leurs proches dans tout ce qui est agression, dans tout ce qui est violence.
vous remercie. Je ne me suis pas laissé aller à fond parce que je me connais, je risque de casser presque tout ici. Parce que j'entre très facilement en transe quand je danse. Parce que moi je danse plus je suis plus dans le spiritualisme de la danse africaine. Donc je puise ma force surtout du sol, la puissance du sol et puis l'émotion qu'il y a autour de moi et surtout mes émotions à moi. Donc j'ai peur de aller un peu partout. Merci beaucoup. Et le style que je viens de pratiquer, ça s'appelle le Kurana. J'avais parlé de ça tout à l'heure. C'est un style qui n'est pas encore terminé parce qu'il y a des steps à créer et finaliser. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Il y a des endroits où on peut vous voir? Oui, je suis présent sur les réseaux sociaux, mais pour plus d'informations, il y a tout ce qu'il faut avec ma présidente. Je propose qu'on termine dans 20 minutes, on va s'arrêter à la demi. Mais est-ce que tu avais prévu quelque chose? Non, je crois que c'est bon, non? On ne m'a pas fatigué. Ouais. Si tu... Donc, Vicky va faire un poème. Ah, Vicky va faire un poème, ok. Merci. Cette opportunité, En espagnol, c'est quoi le poème en espagnol? Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se imposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Merci tout le monde, je vais faire le coup du vase de 60, je vais passer. Et ravi de ce qui s'est fait. Merci Chris. Merci à toi, merci d'être passé. Muchas gracias Merci. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. On s'entend. Donc, je vais peut-être proposer éventuellement, si on veut, on peut faire une photo de tout le monde vers là. Et est-ce que... Mais avant de clôturer, est-ce que... donc déjà, si vous n'avez pas signé le livre pour les parents, aucune obligation, mais si vous voulez, c'est sympa pour les parents de savoir que d'autres personnes sont avec eux. Et si vous avez des idées de clôture ou un peu des idées finales
qui vous reste, on peut se l'exprimer maintenant, et ensuite, pour ceux qui veulent, on peut faire une photo d'ensemble. Ça vous dit? Ouais, vas-y. Pourquoi le nom de l'association, pourquoi avoir choisi voisins? Les grands voisins. Voisins sont Non, c'est des grands voisins. Les grands voisins. Et en fait, pourquoi grand? Pourquoi les? Les grands voisins. Donc, les grands voisins, c'est une triple. En fait, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'imaginais. Par rapport aux petits voisins. Non, mais. Ok. Donc, les grands voisins, c'est une triple dissonance. Quand on dit les, on veut parler toujours des autres. Les Amerlocs, les Belges, les Français, les Tchadiens, les autres. C'est un peu dérogatoire, ça. Le mot les, ça nous démarque, c'est une frontière, c'est quelque chose qui dit, c'est les autres, c'est eux. Donc, quand on dit les grands, on dit que les autres ne sont pas grands. Que eux, ils sont dignes. Dans ce sens-là. On peut déjà avoir de la dignité. Maintenant, voisin, c'est une triple dissonance, parce que on a déjà admis que les autres peuvent être grands. Et de dire que les autres qui sont grands peuvent être des voisins, ça veut dire qu'ils sont proches de nous et nous sommes proches d'eux. Sans le savoir, peut-être que mon voisin est grand. Mais c'est le terme de grand voisin, c'est trois mots qui ne vont pas ensemble. Les, pour les autres, les grands, les autres ne sont pas grands. C'est moi qui suis grand, les autres sont petits. Non, les autres peuvent être grands et les grands sont proches de moi. Ah oui, d'accord. Et je suis parmi. Donc c'est. J'ai essayé personnellement de chercher un autre nom pour l'association parce que le nom vient d'un lieu ou d'un mouvement, d'un investissement de 3,4 hectares dans le centre de Paris qui était anciennement l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et nous étions 950 personnes à vivre dans les anciennes chambres de l'hôpital, dans les foyers d'hébergement de stabilisation d'urgence. Il y avait 220 structures locataires, donc des associations, des artistes, des entreprises du social, des artisans, des professionnels. Il y avait 3 restaurants. Des maraîchers. Quoi? Des maraîchers. Il y avait un maraîcher, il y avait un map sur place, mais c'était surtout dans Saint-Vincent-de-Paul qui était 3,4 hectares à côté du jardin de Luxembourg. Donc, si vous voulez, pour ce qui concernait la création de Grands Voisins, c'était une centaine de personnes qui avaient écrit le manifeste, qui est la mission qui se donne. Donc, j'avais pris une phrase qui était « Les Grands Voisins sont nés à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul », qui était d'ailleurs une maternité. Dans le 14e arrondissement à Paris, entre Port-Royal et les Catacombes, nous sommes issus des failles dans le béton et dans les politiques publiques. Nous sommes au service de l'accueil de tous et croyons au pont entre l'utopie et la réalité. Donc, malheureusement, enfin heureusement, le terme des grands voisins, je ne sais pas pour vous, mais c'est super, c'est un peu curieux comme nom, mais c'est très fort aussi en même temps. C'est bien aussi de prendre un nom comme ça parce que quand quelqu'un comme moi vous dit pourquoi, ça vous permet, vous, de lui faire l'historique de l'association en même temps, comme vous venez de le faire, d'expliquer aussi. Quand un nom est très simple, on s'arrête dessus, et puis on ne dit pas. Mais c'est pas mal aussi d'avoir des noms, comme vous dites, un peu compliqués, et ça permet à la personne qui découvre de se poser la question pourquoi, et ça permet à vous, l'association, de lui expliquer plein de choses. C'est comme ça que j'ai reçu votre explication. Et le titre, ça nous permet aussi de rester fidèle à pourquoi est-ce que des grands voisins existent. Oui, justement, forcément. La vision qui est dans la mission, c'est un très beau texte, c'était une centaine de personnes sur un mois. Et une fonction de notre association était de juste conserver ce texte en tant que tel, en tant que proposition. Mais c'est vrai qu'on est venu un peu autre chose récemment. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vous savez, quand on approchait à l'association des grands voisins,
qu'est-ce qui m'a invité à venir? C'est une histoire extraordinaire. Vous savez que un des créateurs ou inventeurs du socialisme se trouve en France, et que c'est une doctrine universelle et à la recherche de la fraternité humaine. Et le fait que dans notre arrondissement, il y avait l'hôpital abandonné depuis plusieurs années, presque une dizaine d'années, un immense hôpital. À Manon, il ne reste que des nouveaux bâtiments qui sont construits. Mais les jeunes, entre la cité universitaire, Port-Orléans et ici en Ferro-Chiro, qui s'est rencontrés depuis plusieurs années, et moi jeune, la génération de 68 ans, sont rencontrés par hasard dans différents cafés, comme on le fait d'habitude. Et entre eux, il y a eu quelques-uns qui ont dit, mais pourquoi ne faire pas notre socialisme? Et les autres jeunes qui sortaient de l'expérience de 68, ils se disent, oui c'est vrai, mais comment on va le faire? Comment on va faire notre socialisme pratique? Parce qu'on ne va pas attendre que c'est fini la Union soviétique. Il y a toute la discussion sur qu'est-ce qu'on fait et la Union soviétique, qu'est-ce qui passe avec comment s'appelle celui qui succède à Khrushchev. Bon, et alors, on ne va pas attendre qu'ici que les communistes prennent le pouvoir ou les socialistes prennent le pouvoir. En plus, les socialistes français qui font de la politique sont un peu bizarres. Alors, sociaux-démocrates. Alors que ces gens-là étaient plus ou moins au départ douces. Et dans les voisins, comme c'était très copains, on les appelait les 12 apôtres. Et après, mais pourquoi vous ne rassemblez plus de monde et on va faire un socialisme comme on s'imagine et la pratique? Mais il y avait un qui s'appelait Pierre-Jean ou Pierre-Jean, je ne me rappelle pas, parce que ce sont mes voisins qui m'ont raconté à moi. Alors qu'ils me disent... Non, c'est les voisins. Non, mais ils sont grands. Alors, ils n'étaient pas grands, nous, on est petits. Donc, je les ai connus parce que dans les élections municipales, je me suis présenté comme candidat du 14e arrondissement. C'était 0 vote, mais j'avais l'envie de qu'est-ce qui se passe. Vous n'avez pas voté, vous? Ah non, j'ai voté. Vous n'avez rien voté. Mais je ne suis pas sûr que j'ai voté pour moi. Donc, alors avec ce 12, après on était 40, 50, il y a eu quelqu'un qui a dit, il y a un terrain immense, immense, tout encerclé depuis des années, que c'est l'hôpital, comme ça s'appelle, Saint-Joseph. Saint-Paul. Pourquoi? S'il n'y a personne, il n'y a aucune surveillance. Personne ne dit à qui appartient cet hôpital. On va aller, nous, peut-être 50, 60, on va rentrer de là, devant, on va élever les ailes, on se va déclarer une assemblée générale et on va faire une ville telle comme nous on l'imagine. Alors que, mais pour faire une ville, on a besoin pour construire, on a besoin d'avoir des architectes, on a besoin d'avoir des ouvriers pour construire les murs, on a besoin d'avoir l'eau, l'électricité. Alors qu'ils ont dit, bon, on va chercher une spécialité pour construire une ville. Et si vous voyez les vidéos, et il y a quelques vidéos qui a mis... Oui, j'ai vu. Et donc, ils sont ce grand espace, l'ont transformé en un village. Il y avait un marché, il y avait l'artisan plombier, ils ont fait un village. Bon, là, quand même, les républicains, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
ces gens-là, c'est un mauvais exemple. Tout de suite, vont prendre tous les châteaux, qu'il y a des centaines de châteaux vides, vont prendre tout ça, ils vont faire leur socialisme à sa façon et marcher très bien. Les gens venaient, il y a dans le 14e arrondissement, il y a un pays socialiste, alors que tout le monde venait là. C'est une belle histoire, personne ne la raconte, mais ici les grands voisins vont écrire l'histoire, parce que c'est là qu'est né l'idée des grands voisins. Parce qu'après, on les a envoyés. Qu'est-ce que vous êtes là, vous prenez l'électricité gratuite, il y a l'eau gratuite, alors tout le monde va vouloir la même chose. Vous prenez les légumes de marché et vous les distribuez presque gratuitement. Il est presque 17h30. Donc, merci. Merci en tout cas pour cette histoire. Donc, alors... Voilà, donc on est quand même...